Et si la recherche de bonheur n'était pas une si bonne idée que ça? Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je suis Florivine, alias Floryteller, écrivaine de science-fiction et de polar, parfois en même temps. Et aujourd'hui, on se parle un petit peu introspection et recherche de bonheur. Donc depuis plusieurs années que je poursuis une carrière artistique, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est psychologie, notamment psychologie positive, et à ce qui est ce qui me donne du sens dans la vie, pourquoi je fais ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me rend vraiment heureuse, toutes ces questions-là. Et c'est vrai que la question du bonheur est assez centrale dans toute cette littérature-là et dans tous ces sujets-là. C'est où trouver le bonheur, comment trouver le bonheur, qu'est-ce qui rend heureux, etc., etc. Et à force de lire des choses sur le sujet, puis d'expérimenter aussi le fait de quitter un emploi, de me lancer à mon compte avec toutes les difficultés que ça peut, et les joies aussi que ça peut entraîner, j'en suis arrivée à la conclusion que rechercher le bonheur et chercher à être heureux à tout prix n'est pas forcément une si bonne idée que ça. Et je vais vous expliquer pourquoi dans la vidéo d'aujourd'hui. Le problème de la recherche de bonheur, c'est que c'est une recherche d'un idéal de perfection. C'est-à-dire que imaginez, vous dans votre tête là maintenant, à quoi ressemblerait votre vie si vous connaissiez le bonheur. C'est-à-dire je cherche à être heureux. Ok, si on a trouvé le fait d'être heureux, qu'est-ce qu'on s'imagine comme vie? Et bien généralement, on s'imagine une vie où on a toujours des émotions agréables, où on est toujours content, toujours heureux, toujours satisfait, où tout se passe toujours bien, où par exemple notre relation de couple est au beau fixe en permanence, on s'engueule jamais, les enfants sont toujours sages, tout se passe toujours bien au travail, on a toujours des super collègues, toujours un super boss, toujours des super clients, il n'y a jamais de problème économique, on est parfaitement en bonne santé, on n'a jamais de problème, on n'est jamais malade, enfin voilà. C'est-à-dire qu'on a un peu cette vision idéalisée de ce à quoi devrait ressembler une vie heureuse, et notamment dans cette idée que c'est toujours parfait et qu'il n'y a plus jamais de problème. Et ça pour moi, c'est en soi problématique, puisque les problèmes font partie de la vie. Tout ce que je vous ai listé avant, il y aura forcément des moments où les collègues seront bougons, où le chef sera pas d'humeur, va forcément y avoir des moments où il va y avoir des problèmes économiques, où la boîte va pas marcher aussi bien que ce qu'on voudrait, on va forcément par exemple perdre des êtres chers, la mort fait partie de la vie, on va forcément connaître des ennuis de santé, ça aussi ça fait partie du fait d'être un être vivant et organique. Et pareil, en termes de nature humaine, en fait on n'est pas toujours heureux, on n'est pas toujours satisfait. Et du coup, cette quête de bonheur, quelque part, ça nous amène à espérer quelque chose qui est impossible. Et en fait, ça nous empêche d'accepter le fait qu'on a des défauts, qu'on a des problèmes dans la vie, qu'il y a des choses qui se passent mal, que des fois on ressent des émotions qui sont négatives, etc. Si notre objectif, c'est d'être heureux en permanence et d'être bien en permanence, et du coup, on n'accepte pas le moindre problème. Or, ma vision des choses, en tout cas je pense, que c'est essentiel justement pour l'équilibre global et le sentiment d'accomplissement dans une vie, d'être capable d'accepter les émotions négatives, d'être capable d'accepter les problèmes et d'être capable de surmonter les difficultés. Et quelque part, les rejeter en se disant qu'on ne devrait pas avoir de problème, ça n'aide pas du tout à les surmonter à mon avis. Donc voilà une première raison pour laquelle je pense que la recherche de bonheur à tout prix n'est pas forcément une bonne idée. Et la deuxième conséquence de ça, qui fait partie de cette première idée, c'est que l'idée d'un point de vue ressenti qu'on se fait du bonheur, c'est une idée quelque part de béatitude constante. C'est-à-dire une idée qu'on va toujours bien, qu'on est toujours heureux, qu'on est toujours content. Et le problème de ça, c'est que de la même manière que ça nous empêche d'accepter les problèmes, les difficultés dans notre vie, ça nous empêche d'accepter notre nature humaine en fait. Que la nature humaine, elle est faite d'émotions positives, elle est faite d'émotions négatives. Ou en tout cas d'émotions agréables et d'émotions désagréables. Imaginez que un membre de votre entourage décède et que vous alliez donc à son enterrement. Est-ce que vous avez vraiment envie d'être heureux dans cette circonstance-là? Est-ce que vous avez vraiment envie d'aller à l'enterrement de votre ami, de votre parent, de votre cousin ou je sais pas quoi? Avez-vous vraiment envie d'aller à son enterrement avec un grand sourire aux lèvres? C'est quand même pas très sain, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas très sain
d'exiger de nous-mêmes, en fait, qu'on soit dans des émotions de plaisir, de bonheur et de joie en permanence. C'est pas sain. C'est-à-dire que dans la vie, il y a des circonstances difficiles, et c'est tout à fait sain et normal en tant qu'être humain de réagir à ces circonstances difficiles avec des émotions désagréables. C'est tout à fait humain et normal d'être en colère, d'être triste, d'être furieux, d'avoir un sentiment d'injustice quand il se passe quelque chose qu'on ne considère pas juste, etc. Vous imaginez, si on est dans la béatitude constante, c'est un peu du lavage de cerveau en fait. Quelqu'un qui se toujours... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc, le fait d'avoir cette espèce d'idéal de bonheur à tout prix où on serait dans une béatitude constante, je trouve que non seulement c'est irréaliste, c'est pas sain, parce que ça nous empêche en fait d'apprendre à gérer nos émotions humaines, et puis ça nous empêche d'accepter notre humanité en fait, et ça peut vraiment avoir un effet adverse, on va dire, d'avoir un vrai problème de confiance en soi et d'estime de soi, parce qu'on va se dire « Oh là là, je suis encore triste, oh là là, j'arrive pas à être heureux, oh là là, j'arrive pas à me contenter de ce que j'ai, je suis jamais content, machin », et où on va se blâmer soi-même de pas être capable d'être heureux en permanence, alors qu'en fait, aucun être humain n'est capable d'être heureux en permanence. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que là, j'ai passé plusieurs minutes à vous expliquer en quoi la recherche de bonheur à tout prix peut être un problème, mais j'aime bien vous proposer des pistes de réflexion et de solutions sur cette chaîne YouTube, et pas vous laisser avec le problème sur les bras. Donc une solution que j'ai envie de vous proposer, c'est de remplacer cette recherche de bonheur par une recherche de sens. Donc j'ai lu un bouquin récemment qui s'appelle Man's Search for Meaning de Viktor Frankl, qui a été traduit en français La recherche du sens par la logothérapie ou quelque chose comme ça. Enfin, vous tapez Viktor Frankl sur internet, vous trouverez la version française du bouquin si vous ne lisez pas l'anglais. Donc Viktor Frankl, c'est un psychiatre qui a vécu les camps de concentration pendant la guerre 39-45 et qui, en voyant les pires circonstances possibles dans lesquelles un être humain peut être, c'est-à-dire qu'un camp de concentration, c'est non seulement vous n'avez pas assez à manger, à boire, à dormir, etc., mais en plus, les gens étaient traités comme des chiens. Ou pire que des chiens, les gens étaient traités comme des animaux, comme des numéros. Et il raconte un petit peu dans la première partie du bouquin, il raconte quelques expériences, quelques scènes choisies de ce qu'ils ont vécu, et en fait, c'est psychologiquement une telle torture de se voir retirer sa propre humanité, qu'au-delà des raisons physiques de mourir parce que les besoins de base ne sont pas comblés, beaucoup de prisonniers avaient perdu la volonté de vivre en fait. Et Viktor Frankl, qui était psychiatre, j'ai l'impression qu'il a trouvé du sens dans son expérience en prenant du recul et en analysant un petit peu ce qui se passait autour de lui pendant qu'il vivait cette expérience-là. Et donc il en a tiré ce livre, et donc l'œuvre de toute sa vie par la suite, qui est l'importance du sens pour l'être humain. Et il a travaillé toute sa vie derrière en tant que psychiatre pour aider ses patients à retrouver du sens dans leur vie, parce qu'il s'est rendu compte que les prisonniers qui survivaient, c'était les prisonniers qui avaient du sens. Et c'est là... Alors, je vais vous faire une autre passerelle qui est la passerelle avec la pyramide des besoins de Maslow. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. La version courte, c'est que Abraham Maslow, qui était aussi un psychiatre, un truc comme ça, un chercheur dans ce domaine-là, il avait établi en fait une pyramide des besoins humains, des besoins les plus basiques aux besoins les plus élaborés. Donc les besoins basiques, vous aviez genre sécurité, nourriture, ce genre de trucs-là. Après, c'est le besoin d'amour et d'estime des autres. Il y a un besoin d'appartenance sociale. Enfin voilà, il y a plusieurs étages. Et puis tout en haut, il y a un besoin justement de sens et d'accomplissement. Donc la théorie de Maslow, c'est que tant que les besoins plus basiques ne sont pas remplis, on ne réfléchit pas à remplir les besoins qui sont au-dessus. Donc là, on peut considérer que la recherche de bonheur ou la recherche de sens, qui est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, sont tous les deux dans le haut de cette pyramide. Et ce que j'ai trouvé intéressant avec Viktor Frankl, c'est qu'en fait, il nous explique que là où Maslow a tort, c'est que non, on n'a pas besoin... Enfin, on a quand même besoin de tout ce qui est en haut de la pyramide, même quand ce qui est en bas n'est pas rempli. C'est-à-dire que dans un camp de concentration, le besoin primaire de manger, de boire, d'être propre, etc., il n'y a pas. C'est vraiment le genre de condition où aucun besoin humain n'est rempli, si vous voulez. Ou quasiment aucun besoin humain. Ils essaient de le remplir après entre eux, le besoin de connexion, de coopération, etc. Mais c'est typiquement le genre d'endroit où, selon la théorie de Maslow, ces gens devraient être réduits à l'état d'animaux qui cherchent qu'une chose, c'est à manger et à survivre. Et bien, ce qu'explique Viktor Frankl, c'est que malgré, effectivement, il y a des instincts qui refont surface quand on n'a pas assez à boire et à manger, mais malgré ce manque de besoins de base,
les gens avaient quand même besoin de sens. Et les gens qui survivaient étaient les gens qui trouvaient du sens dans leur expérience. Notamment qui, par exemple, savaient que quelqu'un les attendait de l'autre côté et qu'il fallait qu'ils survivent pour cette personne. Donc Viktor Frankl, notamment, aimait la théorie qu'un des grands fournisseurs de sens, c'est l'amour. Ça, on pourra en reparler. C'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, le comment trouver du sens. Mais voilà, une des théories qu'il aimait, c'est que lorsqu'on a de l'amour pour une personne qui les attendait de l'autre côté, ben, ça créait ce sens, ça donnait du sens au fait de survivre dans cette souffrance. Donc revenons maintenant à une situation un petit peu plus quotidienne, qui est notre situation, à moi, à vous qui me regardez, etc. Et je pense qu'il y a énormément de choses à apprendre de ce que Viktor Frankl propose, et c'est pas le seul à avoir étudié la notion de sens. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, nous avons besoin de sentir qu'on est capable d'apprendre et de grandir et d'apporter quelque chose. C'est quelque chose qui est hyper important pour nous, et c'est ça qui donne du sens. Donc le sens, quand on y réfléchit, c'est à la fois signification et direction. Donc ça veut dire donner du sens à ce qu'on est en train de vivre, et c'est là que, contrairement à la recherche de bonheur à tout prix, trouver du sens nous aide à accepter et à surmonter les souffrances, les difficultés, les problèmes, les émotions désagréables. Parce qu'on leur donne une signification. On sait pourquoi on est en train de vivre ça. Par exemple, lorsque j'ai quitté mon emploi et que je me suis mise à mon compte, j'ai vécu des tas de problèmes et de difficultés, à la fois matériels, psychologiques, émotionnels, dans les relations avec les gens, etc. J'ai vécu des moments très difficiles, mais ces moments difficiles avaient du sens pour moi. Je savais pourquoi je vivais ces moments-là. Pour atteindre mon rêve d'être une artiste indépendante. Donc plutôt que de nier ces difficultés ou de me dire je ne devrais pas avoir de problème parce que je devrais être heureuse à tout prix, le sens me donnait une raison de subir ces problèmes, de subir ces difficultés, mais aussi de les surmonter, de trouver des solutions, de persévérer. Donc voilà, le sens comme signification vous permet, grâce à un pourquoi plus important en fait, et bien souvent un pourquoi plus important que nous-mêmes, quelque part, ça nous aide à surmonter les difficultés, à accepter les émotions désagréables. Et ensuite, le sens comme direction, c'est ce qui nous donne un but. C'est pour ça, dans ce but-là, qu'on fait tout ça. Et ça, lorsqu'on commence à atteindre ce but-là, ou qu'on commence à atteindre des étapes en fait vers ce but-là, ça donne un sentiment qui est finalement bien plus puissant que le bonheur. C'est-à-dire que moi, par exemple, la première fois que j'ai commencé à gagner de l'argent en tant qu'artiste indépendante, la première fois que j'ai commencé à avoir des retours d'inconnus sur mes bouquins ou sur mes aquarelles, ça m'a donné un sentiment d'accomplissement, un sentiment de joie, un sentiment de je sais pas comment vous décrire ça, mais c'est un sentiment qui est beaucoup plus profond que simplement le fait d'être dans la béatitude constante. C'est quelque chose qui, quelque part, qui me nourrit de l'intérieur. Bien plus profondément que les petits plaisirs superficiels qu'on imagine vivre en permanence quand on est dans l'état de bonheur permanent, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que quelque part, vous rendre compte que vous êtes en train de donner du sens à votre vie par des actions qui servent votre but à vous, eh bien ça vous donne beaucoup plus de joie, beaucoup plus de raison d'être, ça vous rend beaucoup plus vivant que par exemple un super matin ensoleillé comme dans la pub avec la chicorée avec les gamins quoi. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas chercher à passer de bons moments avec ces gamins le matin avec la chicorée, c'est pas la question. Ces moments-là, ils existent aussi. C'est-à-dire que les moments de bonheur, ils existent aussi. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas chercher à vivre des moments agréables au quotidien. Ce que je suis en train de vous proposer ici, c'est que c'est pas forcément une bonne idée que ce soit le but ultime de notre vie. Voilà. Et ce que j'ai envie de vous proposer à la place, c'est de vous demander justement quel est le but ou quels sont les buts ultimes de votre vie. Et je vous invite à revoir la vidéo sur la passion et la curiosité pour aller plus loin là-dedans, dans le sens où vous n'êtes pas obligé d'avoir un but énorme qui dirige toute votre vie. C'est-à-dire que ce qui donne du sens à votre vie, ça peut venir de plein de petites choses différentes. Ça peut venir justement de l'amour que vous portez à vos proches, votre famille, etc. Ça peut venir de choses qui sont gratifiantes dans votre carrière, de ce que vous accomplissez dans votre carrière. Ça peut venir de projets personnels que vous avez envie de faire. Ça peut venir simplement d'apprendre quelque chose de nouveau. Enfin, il y a plein de choses possibles. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une passion dévorante. Et donc une dernière chose
Si cette idée vous intéresse et vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à regarder ou revoir la vidéo sur le Sparketype. Parce que je pense que c'est un quiz anglophone créé par Jonathan Fields, où il a 10 en fait sortes de profils de types d'activités qui peuvent donner du sens. Voilà, donc si vous voulez aller plus loin dans toute cette recherche-là, et que vous avez envie d'en savoir un peu plus sur quel type d'activité pourrait vous donner un but, eh bien je vous invite à revoir cette vidéo et puis à passer le Sparketype, quitte à utiliser Google Trad si vous ne parlez pas anglais. Je pense que c'est vraiment un outil super intéressant. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo qui je pense a été un petit peu plus longue que prévu. J'espère qu'elle vous a été utile. Si vous avez des questions, des idées, des choses à ajouter pour les autres spectateurs et spectatrices de la chaîne, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo ou vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux où je suis Floryteller. En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!